Deuxième édition organisée par OSAC et la DESAC concernant la mise en œuvre du règlement partie S, concernant la sécurité des systèmes d'information. Donc, c'est un webinaire organisé en commun avec OSAC et la DESAC. Le programme dans l'heure et demie qui arrive, c'est un programme en 2 temps. Dans un premier temps, nous allons vous repréciser, on va dire, les grands enjeux de la partie S sur lesquels nous espérons vous avez pu mûrir depuis nos premiers échanges en mars et différents échanges que nous avons pu avoir domaine par domaine, j'ai envie de dire. Voilà, rappeler les différents enjeux et l'inscription dans les systèmes de gestion de cette évolution. Dans un second temps, révision, on va dire, rapide, et dans un second temps, détailler de manière un peu plus approfondie les choix que nous avons faits concernant l'instruction de ces dossiers, notamment pour les entreprises qui ont plusieurs agréments, et on va dire le contenu des différentes instructions et les points sur lesquels nous souhaitons avoir des informations précises et les points sur lesquels nous tablerons, on va dire, sur la montée en maturité des systèmes de gestion un peu plus tardivement dans le cadre de la surveillance. Donc en résumé, et enfin nous terminerons par une troisième partie, plutôt dédiée aux questions-réponses sous un format via le Slido, dont vous avez le lien tout de suite ici, Cyber25 sur Slido, il fonctionne, donc c'est bon. Donc avec moi pour m'accompagner sur cet après-midi, plusieurs intervenants de OSAC et de l'ADESAC. Donc nous aurons Valentine Dracchio et Fanny Monan de OSAC. Côté DESAC, nous aurons Maxime Aliro et Erwan Garnotel pour la partie plutôt école de formation, donc côté ATO. Et moi-même, Andy Dufour, pour la partie exploitant aérien, donc les compagnies aériennes, l'ESPO et les NCC. Également, pour nous accompagner, nous avons Anne Frisch et Pierre Abdoulabi, de la direction programme cyber au sein de l'ADESAC qui nous chapeaute concernant la mise en œuvre des méthodes et assure la coordination entre les différents services. Donc, sans plus tarder, je vous propose de revenir rapidement, une petite dizaine de minutes, je vais essayer de condenser ça, voire peut-être un petit peu moins, sur les principaux enjeux de la mise en œuvre de la partie S concernant les systèmes d'information. Plutôt sous le prisme, quelles sont les conséquences concernant vos systèmes de gestion qui sont déjà implémentés pour les exigences côté sécurité, et comment nous avons essayé de définir une méthodologie, et à partir de là, comment nous avons essayé de définir une méthodologie, plus exactement, se rattachant à ce que vous connaissez déjà, ce que nous connaissons déjà concernant les systèmes de gestion, pour intégrer cette nouvelle menace, ou en tout cas cette menace sur laquelle une réglementation a été éditée, au sein des systèmes de gestion. Alors, ça ne veut pas dire que, bien évidemment, on va vous demander de vous appuyer sur votre système de gestion si déjà vous avez un SMSI, j'ai envie de dire, qui fonctionne et qui est déjà en place. Le point est plutôt de dire que la plupart des exploitants n'ont pas forcément un SMSI en place, et la brique de base du SMSI peut très bien s'atteler au système de gestion. Et pour ceux qui ont déjà un SMSI, l'idée est plutôt de tendre vers une harmonisation des deux systèmes, plutôt sur la durée, en partant de la première brique de base qui est déjà en place pour la mise en œuvre de cette partie cyber. Voilà. Donc pour aider les différents exploitants de OSAC et de l'ADESAC également, un cadre de conformité cyber a été édité par l'ADP Cyber justement. La version 3 de ce guide a été éditée donc à l'été 2025. Et donc l'objectif vraiment de ce document est de recenser les différents enjeux, en tout cas les différents piliers d'un SMSI. Et dans la version 3 qui a été éditée, la principale évolution ont été l'identification des bonnes pratiques qui répondent à un certain nombre de questions que vous nous avez légitimement posées, sur lesquelles également l'agence a pu travailler en collaboration avec les États pour savoir quelles étaient les bonnes pratiques d'implémentation au sein des systèmes au sein d'un SMSI pour répondre aux objectifs et aux exigences de la partie S.
Donc c'est un document qui évolue au fil du temps. Là, on est sur une version assez finalisée pour la mise en œuvre de la partie S. Donc je ne pense pas qu'il y aura d'évolution jusqu'en février 2026. Donc on peut considérer que c'est la version qui est la plus utile et qui est le document le plus utile, j'ai envie de dire, pour vous accompagner dans l'intégration de la partie S. Si on revient vraiment aux grands enjeux de la partie S, comme je le disais, son objectif principal est de mettre en place un système de gestion de la sécurité de l'information. Et c'est vraiment le prisme que nous avons décidé de prendre dans le cadre de l'instruction qu'on détaillera ensuite juste après, à savoir qu'est-ce que ça change au final sur un système de gestion déjà existant. Quels sont les accords à faire entre deux systèmes qui peuvent exister pour relier le risque concernant les systèmes d'information avec le risque de la sécurité des vols, puisque le règlement s'intéresse précisément aux conséquences des menaces des systèmes d'information sur la sécurité des vols. Donc la partie est un peu moins large, j'ai envie de dire, que juste la sécurité des systèmes d'information. On est vraiment sur la sécurité des systèmes d'information pour les opérations, ou en tout cas concernant la sécurité des vols. Donc à partir de là, on peut analyser, on va dire, les deltas, ou en tout cas les introductions qui sont faites par ce nouveau règlement. En commençant par les rôles et les différentes organisations. La première brique de base, c'est de savoir identifier les personnes qui sont mobilisées par cette nouvelle réglementation. Il y en a 3. Le dirigeant responsable ou le cadre responsable de l'agrément concerné, qui, dans son rôle de cadre responsable, de dirigeant responsable, doit avoir connaissance, on va dire, des différents enjeux de la réglementation, mais pas une connaissance fine, bien évidemment, et être la personne accountable au sens anglais du terme, c'est-à-dire responsable de la mise en œuvre de la réglementation et responsable des différents problèmes, si problème il y a. En revanche, une nouvelle fonction qui arrive, c'est-à-dire qui correspond au responsable de la mise en œuvre de la partie S, lien direct avec le dirigeant responsable, a l'autorité et la compétence sur la partie S. Donc on peut le considérer que c'est un post-holder au sens des différentes réglementations qu'on peut avoir, donc les opérations aériennes, le responsable des entretiens, etc. Donc un nouveau post-holder responsable plutôt de l'implémentation du système de gestion pour la sécurité de l'information, responsable éventuellement de son animation également. Enfin, le troisième rôle, qui est un rôle d'assurance de la conformité ou responsable de la conformité, rôle que nous connaissons bien collectivement dans le cadre des systèmes de gestion. Et donc là, on peut le considérer comme une nouvelle thématique à ajouter au carquois, si on prend l'analogie de l'archer, du responsable de la conformité qui va être en charge de définir ou en tout cas de valider le programme de surveillance concernant ces nouvelles exigences partie S, à la fois sur les exigences d'organisation, telles qu'elles sont décrites, mais aussi, si c'est nécessaire et si c'est décidé par l'organisation, la mise en œuvre d'actions de surveillance un peu plus ciblées sur la sécurité des systèmes d'information. Également, un lien direct avec le cadre responsable, mais ça, c'est bien connu dans nos organisations. Plusieurs formats d'organisation qui peuvent exister. Le leitmotiv, j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est si vous avez déjà quelque chose qui fonctionne concernant les systèmes d'information, l'objectif de la partie S, ou en tout cas tel que nous la concevons, n'est pas de détruire tout ce que vous avez pu construire par le passé sans réglementation, mais bien de capitaliser sur ce que vous avez pu construire pour vous assurer que ça réponde à la réglementation. Et très honnêtement, je pense que dans quasi 99% des cas, ça répondra à la réglementation, moyennant quelques liens supplémentaires, mais ça répondra à la réglementation. Donc, premier message à retenir aujourd'hui, cette nouvelle réglementation n'est pas là pour casser tout ce que vous avez pu construire sans réglementation. L'objectif, c'est bien de vous inscrire votre organisation dans la réglementation, vérifier que tout est bien conforme, entre guillemets, et rajouter les éventuels liens si c'était nécessaire. Passons à la politique de sécurité, donc de manière assez similaire à celle d'un système de gestion pour la sécurité, des engagements du dirigeant responsable à mettre en place en œuvre des moyens et des ressources et des systèmes, et également une modification de la politique sécurité éventuellement, ou en tout cas une
la définition d'une politique SSI pour coopter, ou en tout cas endosser, plus exactement, par le cadre responsable. Avec, on va dire, les points très transverses que vous pouvez retrouver dans pas mal de politiques de sécurité sur la mise en œuvre des bonnes pratiques, définir les principes de fonctionnement de ce système de gestion, la mise en œuvre de moyens, l'application de la culture juste, etc., etc. Donc avec un prisme plutôt cyber et la mise en œuvre des grands principes de la cybersécurité, ou la cybersécurité comme une des priorités, bien évidemment, par les différents post-holders. Le troisième point qui pose le plus de questions, j'ai envie de dire, dans les échanges qu'on peut avoir avec les exploitants, quid des événements sur les systèmes d'information, les événements liés à la fiabilité, à l'intégrité, à la disponibilité de vos systèmes d'information. Et donc, au final, qu'est-ce qu'un événement couvert, enfin, quels sont les événements couverts par la partie S? Et plus précisément, quels sont les événements, notamment, que j'aurai à notifier à l'autorité dans le cadre de la partie S. Donc sur ce point-là, depuis nos premiers échanges en mars, il y a eu pas mal d'avancées, qui ont été capitalisées notamment dans le guide 3CF. Et donc pour clarifier aujourd'hui, qu'est-ce qui est entendu comme événement de sécurité à notifier à l'autorité dans le cadre de la partie S. En fait, ça va être très simple. Ce sont les événements qui ont eu des conséquences sur la sécurité des vols, ou qui auraient pu avoir des conséquences sur la sécurité des vols, dont l'origine correspond à une modification, ou en tout cas une non-fiabilité, un défaut d'intégrité des systèmes d'information qui viennent en support de vos activités aériennes ou de vos activités dans le domaine aéronautique. Une autre manière de le dire, l'ensemble des événements qui peuvent arriver sur des systèmes d'information, les attaques, des tentatives de phishing, autres tentatives, perte de données, que sais-je, d'autres données qui ne servent pas forcément aux opérations et n'ont pas de conséquences concernant la sécurité des vols, n'ont pas vocation à être notifiées auprès de vos autorités. Pour donner des exemples sur les événements qu'il y a pu avoir cet été, dont vous avez connaissance dans la presse, les événements de vol de données, de perte de données, de corruption de données passagers éventuellement d'une compagnie aérienne, ne rentrent pas dans le cadre de la partie S, par exemple. Voilà. Donc là, on est vraiment sur des événements spécifiques qui ont ou auraient des conséquences sur la sécurité des vols et dont l'origine est vos systèmes d'information, en tout cas l'origine du défaut ou l'origine de la panne pourra être liée à un système d'information. Donc au final, si on fait le bilan des courses, on ne voit pas d'augmentation du périmètre par rapport à ce qui peut être déjà notifié aujourd'hui. Typiquement, vous faites un calcul de perfos, les perfos, un pilote vous rapporte que les perfos ne sont pas forcément cohérentes avec ce qu'il a l'habitude de faire et soulève un doute. Après analyse, vous identifiez que la base de données de votre provider ou que vous avez en interne est corrompue ou a été modifiée par X ou Y personnes de manière intentionnelle ou non intentionnelle. Typiquement, ce genre d'événements nous sont déjà remontés aujourd'hui. Demain, il va y avoir un grain supplémentaire sur la partie analyse, sur qu'est-ce qui en est fait au sein d'un SMSI, mais en termes de notification, on ne pense pas qu'on aura énormément plus d'événements à notifier que ce type d'événement qui existe déjà. En revanche, ce qui est cette fois-ci un peu mieux, qui est clarifié, mais qui pouvait exister dans certains plans d'urgence, les ERP, donc les Emergency Response Plan, va correspondre à la gestion des incidents. Donc la continuité des opérations, votre analyse s'il faut ou pas des moyens de backup concernant vos outils opérationnels. Donc voilà, on va dire que c'est une couche supplémentaire, en tout cas une précision qui peut être apportée concernant vos moyens
vos moyens de réponse à une crise, de gestion de crise plutôt, en cas de perte de vos données, pour savoir si vous êtes en mesure ou pas de continuer vos opérations. Et dans un second temps, ou on va dire sur un autre niveau, qu'est-ce qui est nécessaire pour vous pour assurer l'intégrité de vos données en termes de sauvegarde, en termes de disponibilité de vos outils, etc., etc. Donc là, on rentre plus dans une analyse fonctionnelle de vos applications qui vont ensuite vous conduire à avoir une politique SSI différenciée en fonction de la criticité de vos applications, de leur nécessité d'être disponible, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, le grain, enfin le prisme ERP de la partie S qui est ajouté dans cette réglementation. Je vous laisserai reprendre connaissance de la vision que l'on peut avoir sur la partie analyse des risques cyber. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la partie S va demander une analyse, on va dire, fonctionnelle de vos différentes applications, comme je le disais, pour savoir est-ce que cette application est critique ou pas pour vos opérations, quel est le niveau d'intégrité que vous souhaitez mettre, quel est le niveau de disponibilité, et à partir de là, des mesures que vous devez mettre en place, soit pour développer vos propres applications, soit pour avoir un système de backup, ou un système de sauvegarde. Donc là, c'est globalement tout le 205 qui vous invite à faire ça en termes d'identification de vos risques et éventuellement et de prendre en compte également des barrières supplémentaires, des barrières informatiques et les règles de bonne hygiène publiées par l'ANSSI par exemple s'inscrivent typiquement dans ce genre d'analyse. L'un des derniers avant-dernier point, je crois, de mémoire, va concerner donc le cumul, enfin en tout cas l'ajout de cette thématique sur l'organisation de la surveillance interne et pour vous assurer de votre conformité de manière programmée, on va l'appeler comme ça. Donc avec un programme de surveillance qui est intégré à votre programme de surveillance sur l'ensemble de vos autres exigences, qu'elles soient SV d'ailleurs ou plutôt SST ou autres normes auxquelles vous vous soumettez de manière potentiellement volontaire. Donc voilà, donc intégrer ces nouvelles exigences. Et comme je le disais en préambule, on est plutôt sur l'intégration des exigences de haut niveau d'un SMSI. Donc c'est pas forcément, c'est pas forcément choquant et c'est même plutôt quelque chose auquel on pourrait s'attendre d'intégrer, on va dire, la surveillance du fonctionnement de votre SMSI lors de la surveillance du fonctionnement de votre système de gestion. Après, il y aura potentiellement des subtilités, des spécificités sur les parties cybersécurité, mais en tout cas, pour le gros des exigences de la partie S, d'organisation, d'animation d'un système de gestion, de traçabilité, d'archivage, voire d'analyse de risque, globalement, l'ensemble de ces exigences sont similaires, si ce n'est identiques, à ce qui vous est déjà demandé de surveiller dans le cadre de votre système de gestion. Enfin, le dernier point sur lequel on a travaillé avec l'ensemble des participants de ce groupe cyber que nous avons monté côté OSAC DESAC. Donc, on va concerner la gestion des changements, particulièrement pour les exploitants qui sont pour lesquels, excusez-moi, une procédure de gestion des changements non soumis à autorisation de la part auprès de vos autorités compétentes. Donc, on va dire la partie S va introduire quelques modifications de ces changements. Au premier chef, on va dire, ça va concerner votre organisation de votre SMSI qui va rentrer dans le cadre des organisations à approuver que vous avez à présenter, excusez-moi, et que nous avons à valider. Également votre politique de haut niveau du SSI, donc à l'image de ce qui peut être fait sur la politique concernant la sécurité les exigences de sécurité. Et également la modification du manuel SMSI, en tout cas dans sa première version. C'était une chose qui est écrite malheureusement, on va dire pour nous, et pour vous aussi, noir sur blanc dans le texte. Donc, dans le cadre de la mise en conformité, il y aura fait mention de la validation, ou en tout cas de la non-présence de non-conformité majeure au sein de votre SMSI.
Néanmoins, on vous propose également de travailler un peu dans votre procédure de gestion et changement à des changements qui sont listés en GM de la réglementation partie S. Donc, ça va concerner les méthodes d'évaluation, les processus de notification, qui aujourd'hui ne font pas strictement partie des changements à approuver par l'autorité dans le cadre du SMS. Et donc, on vous propose de les inclure dans cette procédure de gestion des changements. Et donc de vous ouvrir les privilèges de gérer ces modifications en propre sans passer par une approbation de la part de l'autorité. Voilà. Et enfin, dernier point qui est un point qui est assez évident, mais c'est quand même important de le rappeler. Pour tout changement opérationnel, désormais, le risque cyber, en tout cas la menace cyber sur vos risques SV, devra être prise en compte lors de ces changements-là. Donc, ça va concerner principalement un changement qui vont avoir des conséquences informatiques ou d'un changement d'outil informatique. Donc voilà, c'est assez naturel lorsqu'on va parler cybersécurité, mais c'est quand même intéressant de le rementionner dans votre procédure plutôt opérationnelle, si jamais il y a des liens à faire avec votre système de management des systèmes d'information qui peut être en parallèle, j'ai envie de dire, de votre SMS de base. J'en ai terminé pour le rebalayage, on va dire, des grands enjeux de cette réglementation. Dernier petit rappel du jour avant de passer sur la partie nouvelle, j'ai envie de dire, de cet échange avec vous, concernant la stratégie globale OSAC-DESAC que nous avons mise en œuvre. Donc, c'est passé par une analyse de la réglementation partie S avec un groupe ad hoc que nous avons monté avec l'ensemble des participants aujourd'hui pour aller au plus juste sur les enjeux de sécurité, vraiment au sens sécurité aérienne, sécurité des vols, dans l'application de cette partie S. Nous avons également essayé de rationaliser les demandes que vous faites et les retours que nous pouvons vous faire en identifiant une seule et même autorité compétente, ou en tout cas une seule et même entité qu'on a appelé leader, c'est-à-dire une seule et même entité qui va instruire votre dossier de mise en conformité ou de dispense, on reviendra dessus. Et ensuite, plus largement sur le futur, mais on aura l'occasion de reparler après la date butée du 22 février, mais le suivi, on va dire, dans le temps du SMSI sera également confié à une seule et même entité, ce qui ne veut pas dire que les autres entités n'iront pas évoquer avec vous des risques cyber, mais ça sera vraiment plutôt orienté sur les opérations et vraiment de manière un peu plus concrète, comment vous gérez vos éventuelles crises, si jamais il y a des crises à avoir, enfin si jamais des crises se manifestaient sur vos systèmes d'information. Et donc, nous avons mis en place des outils communs sur lesquels on ne reviendra pas forcément dans le détail aujourd'hui, puisqu'on va plutôt aller vers quels sont les grands attendus en termes d'instruction. Donc, ce qui nous amène, on va dire, à un petit récapitulatif des grandes dates. Et ensuite, on ira dans le détail des attendus sur un dépôt de dossier de mise en conformité et un dépôt de dossier de dispense de mise en conformité de la partie S sur lequel on a pu travailler pour proposer, on le verra, aux exploitants les moins complexes ou on va dire les moins exposés aux risques cyber, de ne pas mettre en œuvre l'entièreté de la partie S, mais plutôt de leur conseiller de mettre en place des bonnes pratiques d'hygiène de sécurité des systèmes d'information qui nous semblaient plus efficaces que de mettre en œuvre un système. Donc les grandes dates. Les grandes dates, donc ce sont pour les exploitants qui nous concernent, enfin qui sont présents aujourd'hui, donc les exploitants CAMO 145 côté OSAC, les ATO côté représentants des surveillants des ATO et du côté des opérations aériennes, les transporteurs publics, donc les CTA, les SPO et les NCC. La grande date à retenir, c'est de la mise en l'entrée en vigueur, la mise en vigueur, enfin oui, l'entrée en vigueur, c'est mieux. Au 22 février 2026 de cette réglementation partie S. Dans le cadre des différentes communications que nous avons pu faire à vos endroits concernant l'accompagnement, on vous a fortement conseillé de travailler en amont de cette date du 22 février
et de vous recommander chaudement de proposer des dossiers aux autorités compétentes que sont OSAC et la DESAC aux alentours du 22 octobre 2025. Alors, cette date du 22 octobre 2025 a pu avoir sur lesquels nous avons pu avoir des échanges avec certains d'entre vous. Voilà, c'est une date fortement recommandée, ce qui veut dire, je mets toutes les pincettes dans les propos que je vais énoncer. Cette date du 22 octobre, si nous n'avons pas de dossier à partir du 22 octobre, ça ne veut pas dire que des écarts de niveau 1 avec des limitations, des suspensions, que sais-je, seront émises. On est bien sur une date fortement recommandée pour, on va dire, jalonner le travail des exploitants et anticiper le plus possible cette mise en conformité. Deux, que nous soyons aussi, nous, autorités compétentes, en capacité de traiter les dossiers de manière un peu plus lissée que sur d'autres changements réglementaires, parce qu'il n'y a pas, il y a une date de transition, mais strictement la transition n'est pas forcément bien décrit comme ce qui avait pu être fait sur le système de gestion des camos, par exemple. Donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe le 22 octobre s'il n'y a pas de dossier? Les points sont en train d'être clarifiés, mais globalement, nous prendrons attache auprès de vous pour vous relancer sur la demande de mise en œuvre d'un dossier. Donc à cet effet, je vous rappelle que strictement dans vos procédures de gestion et changement, il y a une anticipation au mieux de 30 jours qui est décrite dans les AMC, donc sur lesquels nous pouvons nous appuyer si jamais il y a des écarts qui étaient émis. Et enfin, si nous n'avons pas de dossier au 22 février 2026, nous commencerons les éventuelles escalades avec des non-conformités. Les modalités seront les que nous souhaitons mettre en œuvre seront éditées, enfin seront mises en application au 22 février. Donc voilà un peu le cheminement. Donc information principale à retenir. Le 22 octobre est une forte recommandation. On va lancer des relances à partir du 22 octobre si jamais nous n'avons pas de dossier. Néanmoins, la vraie date qui fait foi, c'est bien la date du 22 février 2026, à partir desquelles notre casquette, on va dire, enforcement, s'appliquera. Voilà. Donc, le message, c'est on a essayé au plus possible de vous motiver, entre guillemets, en tout cas d'apporter suffisamment d'eau à notre moulin pour que on soit en capacité d'être, que vous soyez en capacité d'être conforme le 22 octobre prochain. On a déjà reçu des dossiers, donc je pense que ça a pu porter ses fruits. Le 22 février prochain, excusez-moi. Donc, on a déjà reçu des dossiers donc, qui ont commencé à être instruits ou qui sont même en cours de finalisation. Voilà, donc on vous invite fortement à transmettre les dossiers à partir jusqu'au 22 octobre. Dans le courant de l'automne, des relances seront faites pour viser vraiment une mise en conformité le 22 février. Et donc, on arrive à deux possibilités. Soit une demande de mise en conformité, un dossier de justification de mise en conformité à la partie S, soit nous avons pu travailler sur des dispositifs de dispense pour les exploitants qui sont strictement redevables de la partie S. On pourra revenir dans les questions-réponses sur qui est réellement redevable de la partie S, mais le premier point à retenir, c'est globalement côté Ops, entre guillemets, enfin côté Ops ou en tout cas côté ATO, tous ceux qui font des opérations aériennes avec des avions plus gros que des ELA2. Voilà, globalement la frontière est à peu près à ce niveau-là. Donc si vous faites des opérations qu'avec des avions qui sont ELA2, globalement, vous n'êtes pas redevable de la partie S et donc il n'y a pas de dispositif forcément de dispense à engager. Donc, ce dispositif de dispense qui sera détaillé un peu plus tard par Erwan. Donc si on rentre dans la partie mise en conformité, au niveau de la façon dont cela va se passer, strictement, une approbation est nécessaire pour chacun des agréments sur différents points, l'organisation, votre politique, la gestion et changement et le manuel du système de gestion pour les certifier. Donc strictement, il y a une approbation à avoir pour chacun des agréments.
On a essayé d'être le plus rationnel possible et le plus petit dénominateur commun sur lequel nous sommes arrivés était pour vos agréments qui sont surveillés par la DSAC. Vous n'avez à déposer qu'un seul dossier dans Meteor dans lequel vous allez taguer l'ensemble de vos agréments. Et ensuite, le traitement sera complètement transparent pour vous sur qui, à la DSAC, va s'occuper de ce dossier. Concernant vos agréments OSAC, un dossier par agrément est à déposer. Néanmoins, le contenu du dossier est identique. Donc, globalement, vous ne faites qu'un seul dossier que vous notifiez une fois dans Meteor et autant de demandes que d'agréments auprès de OSAC. Et globalement, ensuite, l'instruction sera prise en charge par une personne identifiée, soit chez OSAC, soit à la DSAC, avec lequel vous échangerez pour arriver pour finaliser l'instruction de ce dossier. Et il n'y aura pas d'autre action à faire de votre part auprès des autres entités, enfin des autres autorités compétentes qui vont surveiller, enfin qui surveillent vos différents agréments. Il n'y aura qu'une seule instruction faite par une personne au sein de OSAC ou de la DSAC, et tous les autres suivront les éléments qui ont été validés par cette entité leader au final. Donc ce dossier, vous pouvez également utiliser l'outil d'évaluation qui vous permet déjà d'avoir une préavis, j'ai envie de dire, ou en tout cas une analyse globale de l'exposition au risque cyber tel qu'on l'a proposé aux exploitants. C'est pas l'alpha et l'oméga, c'est un outil que nous avons défini vraiment à grosse maille, j'ai envie de dire, pour déjà faire un premier tri. Pour que vous soyez en capacité, je dirais, de faire un premier tri sur votre exposition au risque cyber tel que les autorités compétentes, enfin en tout cas l'État français, on va le dire comme ça, se fait une idée. Donc, dans ce dossier-là, l'objectif, c'est qu'on ait l'ensemble des preuves, les preuves de mise en œuvre d'un SMSI, avec vos procédures, avec les points d'attention sur lesquels on va revenir juste après. Et ensuite, il y aura la partie surveillance qu'on n'évoquera pas aujourd'hui, mais globalement qui arriveront par la suite. La façon dont on a eu le souhait de fixer, j'ai envie de dire, la frontière entre conformité et dispense. Globalement, côté transport public, l'idée est que les exploitants complexes, donc pour notre classification A3, A3, A4, H3, H4, les exploitants complexes soient redevables de la partie S et appliquer la partie S. Côté déclaré, l'idée est plutôt que les SPO NCC puissent être en capacité de demander des dispenses. On est plutôt sur ces composantes-là. Voilà. Donc globalement, la frontière, on a essayé de la faire, enfin, potentiellement, elle se rapproche de la frontière exploitant complexe, telles qu'elles peuvent être définies dans les exigences du système de gestion. Donc la composition du dossier, hein, comme je l'ai dit, donc il y aura un seul et même dossier, donc le dossier doit être complet. Donc même si vous faites un dossier sur Meteor qui va être traité par la DSAC, mais que vous avez des agréments CAMO, si vous êtes un CTA bien évidemment, ou si vous avez un agrément 145, le dossier doit être complet. CAMO 145, CTA, ATO, dans chacun des dossiers que vous déposez, puisque globalement, l'entité qui va qui va suivre ce dossier-là est ensuite identifiée, a été identifié déjà au préalable, mais globalement, on ne vous a pas communiqué le nom précisément. Donc l'ensemble de vos dossiers doivent être identiques et doivent contenir toutes les pièces de vos différents agréments. Donc, ce qui veut dire qu'il faut votre manuel de gestion, bien évidemment, votre manuel du système de gestion pour la sécurité de l'information si jamais il est différent, et les parties pertinentes de vos manuels d'exposition pour la partie plutôt maintenance ou vos manuels d'exploitation pour la partie exploitation. À partir avec également tout cela, les différents outils qui ont été mis à disposition, notamment la PJ1, qui est une matrice de conformité grosse maille des points principaux sur lesquels on a décidé de faire le focus dans le cadre de cette instruction et mise en conformité. Voilà. Donc les autres points, on va dire, sont des points secondaires. Enfin, les points qui ne sont pas présents dans la PJ1 sont des points secondaires
qui ont vocation plutôt à être vérifiés in situ lors d'actions de surveillance, une fois que le système aura gagné en maturité et aura fait l'objet d'animation. Donc les interlocuteurs, je l'ai un peu précédé, j'ai essayé de vous le partager. Donc globalement, on a mis en place une organisation commune aux actes des SAC pour les multi-agréments, avec une entité leader, une entité suiveuse. Donc pour simplifier, si vous n'avez qu'un seul agrément, typiquement un ATO, typiquement un SPO, un NCC, ou juste un CAMO ou juste un 145, votre interlocuteur sera votre interlocuteur standard, à savoir soit la DSAC, soit OSAC. En revanche, si vous avez plusieurs agréments, donc ça va concerner toutes les compagnies aériennes, ou un ATO qui a aussi un CAMO, etc., votre interlocuteur a été défini par nos soins, en collaboration avec les différents inspecteurs dans les différentes régions. Et donc, un retour vous sera fait lors du dépôt des dossiers pour vous préciser qui sera en charge de l'instruction. Donc, il n'y aura qu'une personne qui va instruire le dossier, donc ça réduit les échanges. Hein. L'idée, c'était d'avoir un pseudo-guichet unique, en tout cas, on a essayé de faire au mieux. Et ensuite, les autres entités ne vous demanderont pas de complément et se fonderont sur l'avis délivré par l'entité pour vous délivrer les autorisations qui restent néanmoins nécessaires. Ensuite, si on revient un peu sur les profils, donc le CR, le DR, comme le cadre responsable, le dirigeant responsable, comme on l'a dit au début, globalement c'est une connaissance basique des exigences sur lesquelles il va devoir mettre à disposition différents moyens. Mais on n'est clairement pas sur une formation précise sur la partie cybersécurité. La personne en revanche sur laquelle qui va être le plus pointus, j'ai envie de dire, sur quels sont les enjeux de la cybersécurité et quelles sont les méthodes à mettre en œuvre pour protéger vos systèmes d'information, et réellement donc le responsable de la mise en œuvre de la partie S. Globalement, sur les exigences de formation, dans un premier temps, on vous invite fortement à identifier au sein de votre exploitation ou au sein de votre organisation qui elle est la personne responsable en charge, enfin quelle est la personne en charge de vos systèmes d'information à l'instant T, et de vous appuyer sur ces personnes-là et le niveau hiérarchique qui va bien également, hein, puisqu'on est plutôt sur un poste de post-holder, vous appuyez sur cette personne-là pour savoir quelles sont ses compétences, si jamais il y a des compléments à avoir. Voilà. Donc on est sur quelque chose qu'on va découvrir avec vous, hein, très honnêtement. Il y a des normes, l'ISO 23000 qui peut exister, il y a un certain nombre de questions qui nous ont été posées sur est-ce que ce cours est obligatoire ou pas. Aujourd'hui, on est sur on va dire, de l'apprentissage avec vous, sur quelles vont être les exigences à définir pour ce type de professionnel, j'ai envie de dire. Donc, pour démarrer, le plus simple est de vous appuyer sur les compétences qui existent aujourd'hui déjà chez vous en interne concernant vos systèmes d'information, et globalement d'aller plutôt vers cette personne-là pour vous appuyer au niveau de l'identification de votre post-holder concernant la sécurité de vos systèmes d'information. Voilà. Concernant le responsable de la conformité, globalement, on va avoir deux cas. Soit c'est un responsable de la conformité qui est déjà présent, enfin c'est le responsable de la conformité de vos systèmes de gestion, systèmes de management qui existent. Et dans ce cas-là, on va dire un vernis sur la partie S sera nécessaire. En revanche, si c'est l'inverse, si c'est quelqu'un de votre SMSI qui a déjà cette fonction-là, il faudra avoir la partie plutôt vernis du fonctionnement du système de gestion de votre entreprise, de son organisation, pour le qualifier, entre guillemets. Voilà. Donc globalement, des choses possibles à faire en interne, soit par le post-holder cyber, j'ai envie de dire, soit par des gens qui pratiquent ou qui animent votre système de gestion pour former votre SMSI. Globalement, on est sur ce type d'organisation, hein, donc un râteau assez simple, si on nommait les autres post-holders.
Je ne l'ai pas évoqué, le personne de responsabilité commune, qui globalement va prendre, si vous choisissez d'en avoir un, va prendre les responsabilités du cadre responsable. Néanmoins, il ne peut être mis en œuvre, on va dire, que dans des cas d'entreprise pour lesquels la gestion de la sécurité, enfin des systèmes d'information et leur sécurité sont vraiment dans une autre section, voire une autre filiale, dans une autre direction, vraiment à part. Donc globalement, ça s'adresse plutôt aux entreprises assez larges, assez complexes, assez grandes, dans le cadre d'entreprises plus modestes, enfin de taille plus modeste et de complexité plus modeste. On resterait sur une organisation avec cadre responsable, dirigeant responsable, identique entre les exigences de sécurité et les exigences de la partie S. Concernant la politique, bon, je l'ai détaillé tout à l'heure, c'est relativement, je n'ai pas envie de dire que c'est une recopie des AMC, mais globalement, il n'y aura rien de nouveau sur les grandes exigences. Ça sera d'ajouter, on va dire, la composante cybersécurité et la composante de la sécurité de vos systèmes d'information dans la politique déjà existante de votre SMS, ou de vérifier que la politique de votre SMSI, qui existe par ailleurs, enfin, qui peut exister par ailleurs, reprend les grands enjeux de la partie S. Globalement, on est plutôt sur la partie culture juste, qui est peut-être le delta, enfin le petit point d'avancée côté dans le monde de l'aéronautique par rapport aux autres industries, mais globalement, je pense que c'est un point facilement sur lequel ça sera pas le point le plus compliqué de la partie S, très clairement. Procédure de gestion des changements, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc c'est un autre point point d'attention de notre processus d'instruction. Pour intégrer l'ensemble de ces changements-là dans vos procédures de gestion des changements, de notification non soumises à approbation. Voilà. Et donc l'intégration également du volet sécurité de vos systèmes d'information lors des changements, cette fois-ci opérationnels, sur vos systèmes, sur vos procédures opérationnelles plus exactement. Donc de bien prendre en compte cette nouvelle menace, enfin une menace qui existe, mais donc de prendre en compte dans votre analyse du changement cette menace désormais. Concernant la gestion des événements, donc j'ai pu le détailler un peu plus en profondeur précédemment. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la notification, enfin en tout cas la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire la notification vers l'autorité, va concerner aujourd'hui des événements qui sont dans tous les cas notifiés aujourd'hui parce qu'ont eu des conséquences ou pourraient avoir des conséquences concernant l'ASV. L'ensemble des autres événements vraiment plutôt SSI sur des éventuelles attaques, des éventuels défauts de fonctionnement, etc., resteront à gérer au niveau de votre SMSI en interne. Voilà. Donc on n'a pas vocation à avoir accès, à avoir connaissance de ces informations-là au fil de l'eau. Dans le cadre des audits, on verra quel est le gradient qu'il nous faudra mettre. Mais à l'instant T, en termes de notification, on reste vraiment sur les événements qui ont des conséquences ou qui auraient pu avoir des conséquences opérationnelles. Ekers et Tekers en termes de notifs, on n'a pas la main sur les serveurs d'Ekers, on sait juste qu'ils sont quelque part en Europe, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc on peut mettre en place éventuellement des compléments sur des analyses qui concernent, enfin qui ont potentiellement des éléments un peu plus sensibles. On peut mettre en place de la notification de conteneurs sécurisés sur Meteor par exemple, pour toujours avoir cette différenciation en termes cette identification autre. On partage le fichier Z et ensuite avec le mot de passe qui nous permet d'avoir deux canaux différents. Donc voilà, c'est des choses qu'on va mettre en place pour avoir accès, si jamais c'est nécessaire, à plus d'informations concernant l'analyse cyber sans se reposer sur une plateforme soit purement Meteor, soit purement Ekers. Voilà. Alors, la réglementation va vous demander également de mettre en place une analyse, enfin des méthodes d'analyse du risque cyber. Donc, il y en a plusieurs qui existent. Il y a la méthode EBIOS, il y a la méthode d'analyse de criticité de vos différentes applications qui ont ensuite des conséquences concernant votre politique de déploiement de vos outils. Donc, toutes ces méthodes sont réputées fiables, efficaces. Vous pouvez aussi proposer une méthode de dérivée plutôt du risque SV, ou en tout cas, ou appliquer une méthode risque SV à ce nouveau risque cyber.
Voilà. Donc globalement, ce qu'il vous faut, on va dire, pour l'entrée en vigueur, c'est une méthode. Ce qui ne veut pas dire que ça sera la méthode que vous retiendrez pour le restant pour vos activités au quotidien. Vous aurez le droit d'évoluer, de changer en fonction des retours d'expérience que vous aurez. Mais en tout cas, voilà, il faut que vous vous fixiez sur une méthode pour analyser vos différentes applications et leur criticité. Le programme de surveillance, je l'ai pas mal parlé dessus, donc sur la partie plutôt intégration des exigences du SMSI, en même temps que la surveillance de vos exigences plutôt SMS, et ensuite des points potentiellement un peu plus spécialisés ou spécifiques sur la partie cyber, avec des audits ou des inspections ou des tests un peu plus orientés outils qui seraient à la main qui seraient possibles dans le cadre de votre programme de surveillance. La supervision de vos sous-traitants, donc c'est dans l'inclusion. Alors c'est un point compliqué, c'est un point, je pense, un des points les plus compliqués. En tout cas, c'est l'impression que j'ai pour savoir comment j'intègre mes sous-traitants. Alors déjà, quel type de sous-traitants? Est-ce que c'est des sous-traitants qui vont participer à l'animation de votre système de gestion, des tests d'intrusion, le développement de vos barrières, que sais-je, des sous-traitants qui développent les outils, vos outils de système d'information, hein, Airbus sur FlySmart, que sais-je, d'autres providers de logiciels, ou alors des sous-traitants qui sont amenés à nourrir en données mes systèmes d'information. Donc voilà, donc on a déjà 3 types de sous-traitants qui n'ont pas forcément les mêmes enjeux. Pour le dernier, on va dire les sous-traitants qui vont utiliser les outils que vous mettez à disposition, qui vont alimenter les outils. On est plutôt sur des barrières SV, j'ai envie de dire, qui sont déjà en œuvre et qui peuvent permettre de gérer le risque cyber, ou alors on est plutôt sur des politiques d'utilisation des outils ou des politiques d'accès des outils. Pour le premier, on va dire, les participants à votre système d'information, globalement, vous n'avez pas trop les manettes. Donc voilà, donc c'est quels sont les cadres des contrats que vous définissez avec eux pour vous aider à développer le SMSI. Et enfin, je pense que le troisième cas, qui est des providers de solutions informatiques, de la même manière, on est plutôt sur des barrières qui sont déjà présentes au niveau pour gérer le risque SV, de vérification, des montées en version, etc. D'être à l'écoute des différentes descentes d'informations de ces providers sur les éventuels bugs suivant les mises à jour, etc., ou les informations qu'ils peuvent avoir. On a eu des cas par le passé d'informations de FlySmart sur la sécurisation de certaines connexions, etc. Donc voilà, on est plutôt dans ces barrières-là, SV, mais avec un peu plus de cyber qui sont présentes. Voilà, donc c'est, je pense, le point un peu plus compliqué. Viser 100% de conformité pour la mise en œuvre, je pense que ça sera très compliqué. Hein, donc on va y aller de manière assez facilitante, j'ai envie de dire, sur ce point-là, en se concentrant, je dirais, dans un premier temps, plutôt sur les parties sous-traitants qui vous accompagnent pour le SMSI, et ensuite voir comment vos politiques concernant la sécurité des systèmes d'information se répercutent sur l'ensemble de vos sous-traitants ou l'ensemble des personnes qui sont amenées à utiliser vos outils à l'extérieur de votre entreprise. J'ai beaucoup parlé, j'espère que j'ai pas... je pense que j'ai sauté une slide où Valentine devait intervenir, je m'en excuse auprès d'elle. Et je pense que je laisse la main à Erwan, si je ne me trompe pas. Oui, merci Andy. Je vais prendre la main pour les 4 prochaines diapos. Comme il y a 4 diapos, je veux bien que tu conserves le PowerPoint et je te dirai quand passer les slides, si ça ne te dérange pas. Aucun souci. Merci Andy. Donc, comme l'avait présenté Andy, on va parler de la dispense, ce qui intéresse bon nombre d'entre vous qui êtes présents à cette conférence en visio. Concernant la dispense, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un mode opératoire et des outils ont été fournis via la communication Météor que vous devez, je pense, tous avoir prise en compte. C'était la 37760. Et plus particulièrement la pièce jointe numéro 2 qui était l'outil d'évaluation au risque cyber. Ça permet à l'organisme qui fait la demande à l'autorité de demander donc une dispense si le risque auquel est exposé l'organisme en question est réputé limité. Les points principaux à retenir,
que l'organisme doit fournir une analyse de risque qui détaille son exposition au risque cyber et doit faire un focus donc, sur l'impact plus précisément sur la sécurité des vols. Par ailleurs, tout changement majeur dans le SMSI ou alors dans l'exploitation de l'organisme entraîne une mise à jour de cette demande et entraîne une mise à jour donc de la dispense. Enfin, ce qu'on peut préciser, c'est que l'autorité délivre une dispense, et on l'a déjà précisé, mais c'est une dispense qui donne lieu à une autorisation qui est formelle et donc formalisée. L'autorité a l'accord de cette dispense après s'être assurée que les risques en matière de cybersécurité sont totalement, en tout cas très majoritairement maîtrisés par l'organisme. Est-ce que tu peux passer la diapo suivante Non, d'accord. Attendez, je pense que vous ne voyez plus les diapos. Il y a un bug. Erwan, on va la remettre. D'accord. Tu veux afficher, Maxime? Ouais, je suis en train de l'ouvrir, ouais, ça arrive. Merci, c'est gentil. La diapo 29, si je dis pas de bêtises. Il ne veut pas charger. Ça met pas mal. Comme il est en ligne, ça met pas mal de temps à charger. Bon, pour le moment, je peux avancer sur ce qui est composition du dossier. Comme je le disais, je pense que la communication Météor dont je vous parle, la 37760, c'est une communication qui a été réalisée il y a déjà quelques temps et qui a été prise en compte par beaucoup d'entre vous, puisqu'on a eu des retours dessus et qu'on a même traité quelques dossiers de dispense, en tout cas du côté ATO et aussi du côté NO, je le sais, au SAC aussi. Il y a trois documents qui sont plus particulièrement à étudier. Le formulaire de dispense à l'application de certaines exigences des règlements partie S, donc c'était la pièce jointe numéro 3, l'analyse de l'exposition au risque cyber, la pièce jointe numéro 2, et l'engagement du cadre responsable ou du dirigeant responsable en fonction de l'organisme auquel vous appartenez, du type d'organisme que vous représentez. Donc c'est un engagement du cadre responsable concernant la gestion du risque cyber. Je voulais ajouter que... Oui, c'est ça, merci Maxime. Je voulais ajouter que des procédures ont été rédigées par les parties en présence ici, c'est-à-dire NO, ATO et OSAC, pour aider les acteurs dans ce travail de rédaction et de demande de dispense. Je peux passer la diapo, Maxime? Merci. Les éléments clés à analyser par l'autorité. Alors, sans surprise, c'est dont on vient de parler. La vérification donc de l'engagement du cadre responsable ou du dirigeant responsable, c'est un engagement type qui nous permet de bien être sûr qu'il a pris en compte le rôle qu'il occupait au sein du processus cyber. Et on prend aussi en compte les précisions qui sont données quant à l'analyse de l'exposition au risque. Tout cela donne un score d'analyse d'exposition au risque, et ce score-là va être étudié à notre niveau. C'est ce qui donne lieu à la diapo suivante. Maxime. Merci. Du coup, oui, ça donne lieu à l'intervention en fait de l'IEC, c'est-à-dire l'inspecteur en charge du dossier, qui doit s'assurer que les changements intervenus chez l'opérateur sont clairement pris en compte. Donc ici, on parle des cas les plus complexes ou des cas des organismes dispensés qui ont subi des changements importants.
La dispense est donc quelque chose, je tiens à le rappeler, qui n'est pas quelque chose d'automatique. Et l'analyse, elle se fonde sur les points suivants: le caractère complexe ou non de l'opérateur, c'est-à-dire supérieur ou non à 9 équivalents temps plein travaillés, 9 personnes embauchées. Le chiffre d'affaires qui est supérieur à 10 millions d'euros, et le périmètre qui peut être supérieur à 3 agréments. On prend aussi en compte la criticité des fonctions numérisées. Par exemple, on a choisi de citer la gestion des plans de vol. Donc, en fait, vous faites l'état de ce qui a été numérisé, et nous, on le prend en compte pour nous accorder la dispense. On prend aussi en compte la prévention du risque cyber, c'est-à-dire les mesures qui sont déjà en place sur les fonctions critiques. Et enfin, la sous-traitance, l'utilisation de la sous-traitance ou non, ce dont parlait Andy tout à l'heure, a un impact donc sur la dispense. C'est ici donc l'expérience de l'inspecteur en charge à toute son importance, et les éléments qui sont analysés par ce dernier sont clairement ceux que je viens de citer, et ceux qui font l'objet donc de la communication météore dont on parle depuis tout à l'heure, et c'est ça qui fera pour nous l'objet d'une vigilance particulière et qui donnera lieu ou non à une dispense, qui sera encore une fois une dispense qui sera formalisée via météore. J'en ai terminé du côté de la dispense. Tu peux reprendre la main, Andy. Ça doit. Très bien, bah, écoutez, désolé, j'ai le Teams qui m'a lâché, donc j'espère que ça n'a pas trop perturbé la présentation. Et je cède la parole à Valentine pour un petit rappel concernant concernant le calendrier. Bonjour à tous. Alors, pour la partie calendrier, est-ce que c'est possible de passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Alors, ça va se découper en plusieurs phases. Donc, vous avez eu en mars de cette année la publication de la communication météore et du bulletin d'information côté OSAC qui vous donne les modalités d'instruction relatives à la partie S, sachant qu'on a aussi publié du coup après courant de l'année, donc en juin, le 3 CFV3, et côté OSAC également, les guides de rédaction des manuels. Tout au long de l'été, vous avez eu pour le 21, le 145 et le CAMO. Alors, pour la première phase, donc nous, on vous demande pour donc côté pour l'ensemble des usagers, donc un dépôt de dossier au 22 octobre 2025, soit 4 mois avant les dates d'application, pour nous permettre justement de faire le traitement de l'ensemble des dossiers avant la date d'application qui est au 22 février 2026 pour l'ensemble des agréments participant à ce webinaire. Alors, donc comme on vient de vous l'expliquer tout au long de ce webinaire, donc l'étude de tous les éléments qui seront communs seront faits par l'entité leader. Et pour l'instruction initiale, du coup, l'approbation du dossier se fera sur la base de cette entité, sur la base de l'étude de l'entité leader. C'est-à-dire qu'en gros, on ne fera pas d'études supplémentaires. Il n'y aura pas d'études supplémentaires suite à l'avis favorable en fait, fourni par l'entité leader à la fin de l'étude du dossier, si celle-ci considère que le dossier est conforme. Est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît? Pour le second temps, donc dans la phase 3, donc on est en train d'étudier justement comment ça va s'intégrer au niveau de la surveillance, notamment pour la partie présent, adapté et opérationnel pour l'ensemble des exigences de la partie IS. On est en train justement de travailler sur savoir si on fait un audit spécifique partie S ou si c'est intégré directement dans le système de gestion, sachant que la DSAC et OSAC est en train de travailler sur, comme pour le même principe pour l'instruction initiale, sur un outil commun pour la surveillance afin de s'assurer qu'on ait les mêmes attendus et les mêmes niveaux d'exigence concernant le niveau de conformité en fait de la partie S. Donc, on est en train justement de développer ensemble un outil permettant de définir les attendus, que ce soit pour la DSAC ou pour le ZAC. Quoi qu'il en soit, au niveau des entités suiveuses, vous aurez un minimum, chaque entité en fait fera un minimum des sondages sur la mise en œuvre en fait des exigences dans le cadre de leur au sein de leur périmètre. Ce sera d'ailleurs, c'est pas sûrement, ce sera intégré à l'audit du système de gestion.
Et donc, sur certains thèmes, on viendra vérifier que ce qui a été audité par l'entité leader est bien mis en œuvre, donc par le même fonctionnement de son œuvre, en fait, est bien mis en œuvre au sein de chaque agrément. Slide suivante, s'il te plaît. Et enfin, vous retrouvez, donc, comme je viens de vous le dire, vous retrouvez toutes les modalités d'instruction dans la com 37760 pour la communication météore de la DSAC et dans le BI 2025-03 pour l'OSAC. Actuellement, ces communications sont dans le but uniquement d'instruction initiale. Pour les modalités de surveillance, on développera sûrement de nouvelles communications, ou en tout cas, on vous en informera. À titre d'information, donc dans la communication météore, vous avez également tous les outils mis à disposition pour cette instruction, donc les PJ1, PJ2 et PJ3. Et pour OSAC, tous ces outils-là sont à retrouver dans la section documents pratiques sur le site internet. Et donc, je te rends la main, Andy, puisque nous avons fait le tour concernant la communication. Merci. Tout à fait. Tout à fait. Donc, nous avons couvert les points sur lesquels nous souhaitions vous faire des rappels ou en tout cas partager, on va dire, les modalités, les grandes lignes des modalités d'instruction. On espère que ça a pu être profitable et donc nous allons passer maintenant à la partie questions-réponses. J'ai vu que Maxime avait accès aux différentes questions-réponses. Donc, pour cette phase questions-réponses, je vais arrêter l'enregistrement qui sera mis donc, à disposition avec le support de présentation que nous avons pu voir aujourd'hui dans des communications sur Météore très rapidement dans le courant de la semaine et sur le site de OSAC, je crois aussi qu'on avait publié le précédent webinaire. Donc tout cela vous sera mis à disposition rapidement. Donc je vais stopper l'enregistrement et nous allons passer à la partie questions-réponses.